On va passer à la dernière partie de cet échange. Et dans cette dernière partie, on va s'adresser directement aux investisseurs avec un titre volontairement franc. Mettez votre argent, même si ça fait peur. La première question, elle est pour vous, Édouard. Vous avez dit que le dispositif médical numérique, c'est pas un sprint. Si on est sprinter, on ne tient pas le coup. C'est un marathon. Et justement, comment est-ce qu'on prépare ces équipes et ces investisseurs à ce temps long ? Alors, nous, on ne pensait pas que ça allait être si long. Donc, je pense qu'il faut déjà trouver des investisseurs, effectivement, qui ont l'habitude d'aller sur des secteurs qui sont en construction. Parce que c'est exactement ce qu'on est. Des gens qui ont l'habitude d'investir, effectivement, plutôt dans des choses pionnières que dans des choses qui sont préétablies. Je vais donner un exemple, par exemple, dans la tech, le monde du SaaS, du Software as a Service, il est relativement connu avec des métriques. Et en gros, on a des investisseurs qui sont très bons là-dedans, qui vont analyser un peu comment votre dispositif fonctionne. Et s'il suit certains métriques, globalement, vous êtes dans les clous et ça va aller. En santé numérique, ça n'a strictement rien à voir. Donc, il faut plutôt des gens qui sont à l'aise avec l'inconnu, mais qui savent que si jamais les choses se passent bien, alors on va construire potentiellement un champion et que le ROI, donc le retour sur investissement à terme, est beaucoup plus important. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui soient capables à mon avis, d'investir sur le long terme. Et ce qui est difficile dans le monde du venture capital, puisqu'on sait aujourd'hui que les fonds, ils ont plutôt une durée de maturation autour de 7 ans, et que le numérique en santé, en général, il arrive à maturation au bout de 10 ans. Donc, il faut trouver plutôt des gens qui ont cette vision-là. Et puis après, c'est une question de mindset. Il commence à y avoir quand même des fonds qui ont vraiment cette compréhension-là, à la croisée entre la tech et la science pure et la médecine, bien évidemment. Et il commence à y avoir effectivement des vrais fonds, notamment en France, qui ont cette compréhension du marché. Donc, bien s'assurer que ce sont effectivement des fonds qui ont cette capacité d'agir dans le temps et dans un monde qui est quand même encore un peu fluctuant. Alors, je pense qu'il y a toute l'écosystème des fonds, comme le disait Édouard, et c'est pas toujours simple quand même. Hein. Les fonds, on le voit, même les fonds en santé, on a parlé des études cliniques. J'ai pas rencontré un seul fonds à qui, quand on commence à parler d'études cliniques, ils n'ont pas le froid dans le dos qui est quasiment visible sur leur visage. Mais je pense qu'il y a quand même un autre élément sur lequel il faut continuer à travailler, c'est globalement les pouvoirs publics. J'ai une petite phrase que j'aime beaucoup, mais il n'y a pas de santé sans DM. Mais sincèrement, je le crois vraiment. L'exemple que j'aime bien utiliser, parce que maintenant ça parle à tout le monde, hein, il faut s'en rappeler, c'est l'ambulatoire. Hein. L'ambulatoire, c'était juste impossible. Hein. Les premiers objectifs, 20%, 30%, on n'y arrivera jamais. Maintenant, il y a 98% d'ambulatoires sur pas mal de parcours. Donc, je pense qu'il faut un effort plus important sur les pouvoirs publics, parce que non seulement il n'y a pas de santé sans DM, mais je pense qu'il n'y a pas de transformation sans DM, et on a besoin de cette transformation. Sinon, notre système il va collapser. Donc, on doit être, plus incisif. On a mis beaucoup d'argent et BPI fait un super travail au début. Peut-être qu'il faut même repenser un petit peu quand même comment on attribue cet argent. Mais surtout, il faut être, comme le disait Édouard, capable de l'accompagner plus longtemps, parce que 7 ans, ça suffit pas. Et on a dit 10 ans, et je pense qu'il y a pas mal d'exemples, c'est plutôt 12-13 ans. Voilà. Ouais. Donc, soit on trouve un moyen d'accélérer le process, on a eu cette discussion, soit on trouve un moyen de rallonger le temps. Mais là, actuellement, je pense qu'il y a plein d'innovations qui ne verront pas le jour si on reste comme on est actuellement. Donc, moi, personnellement, je pense qu'on a bien un plan national de défense où on est prêt à dégager des tas d'argent. Eh bien, la santé, ça sert à rien de défendre notre pays si on n'a pas la santé. Donc, il nous faut aussi la même chose en santé. Justement, pour continuer sur cette partie temps long, question pour vous deux, peut-être commencer par vous, Édouard, sur l'adoption, convaincre un fonds, on voit qu'il y a des médecins qui renouvellent leurs usages, d'autres qui arrêtent, on a l'exemple de la télésurveillance par exemple. Où est-ce que ça va se jouer le succès ou l'échec de la conviction d'un fonds sur l'adoption ? Je pense que, alors, ça pour le coup, ils ont l'habitude de voir... ceux qui viennent de la tech, pas ceux qui viennent de la santé, mais ceux qui viennent de la tech ont l'habitude de voir quand même ces outils, enfin la rétention de manière générale, ils sont pas vraiment heurtés par des gens qui partent et des gens qui reviennent. Ça c'est globalement quand on suit, on sait que c'est des choses qui arrivent. Je pense qu'il faut être extrêmement diligent et avoir des outils de tracking qui leur permettent de les rassurer sur votre capacité à comprendre comment fonctionnent les mécanismes. C'est-à-dire qu'il y ait du churn, c'est-à-dire des gens qui partent, pourquoi les gens partent, pourquoi ce médecin-là il est parti, et derrière avoir des explications relativement claires. C'est au
final c'est assez facile à expliquer si tant est qu'on a les bons métriques et les bonnes manières pour leur expliquer. Après, pour être honnête, il commence à y avoir quand même pas mal de chiffres qui sont sortis sur la rétention, sur ce qu'on peut attendre de manière générale en termes d'usage. Et donc, les fonds sont relativement sachants maintenant sur ces sujets-là. Donc, je pense qu'il faut mettre en place tout un outil de tracking qui permette de rassurer les fonds sur votre capacité à comprendre et à leur donner de manière extrêmement régulière des updates sur l'évolution de votre rétention. Après, au niveau du produit, c'est ce que je disais, c'est assez vite, on sait si le produit a une base d'usage qui est bonne ou pas. Et il ne faut pas avoir peur de changer des choses fondamentales dès le début si on se rend compte que le produit ne fonctionne pas. Moi, je me souviens, au tout début, j'avais mis un menu qui était très beau, qui était un carrousel en 3D et qui permettait aux gens de naviguer dans l'application. Et puis on se rendait compte qu'on perdait énormément d'utilisateurs. On a changé ça, on a mis une saga map un peu comme dans Candy Crush et on a augmenté par 30% notre rétention à l'onboarding. Mais c'est des petits détails comme ça, mais je pense qu'il faut être extrêmement alerte sur ces sujets-là et rassurer les fonds effectivement sur notre capacité à réagir quand on voit des chiffres d'usage qui ne sont pas au niveau. Et est-ce qu'il y a un seuil critique de masse d'utilisateurs pour assurer la croissance et donc aussi rassurer les investisseurs ? Après, les investisseurs, ils veulent juste être sûrs que le tonneau n'est pas plus percé par en dessous qu'au-dessus. Si ça continue d'augmenter et si techniquement, dans des proportions qui sont importantes, et que techniquement, ce qui fuit en bas est compensé largement par ce qui rentre en haut, globalement, on arrivera à les rassurer. Après, je pense qu'il y a des métriques qui sont assez claires, c'est-à-dire que si on a une rétention en fonction des pathologies, en fonction du niveau aussi d'urgence de la pathologie, je dirais qu'on va attendre en rétention en cardiologie, pas la même chose qu'en ophtalmologie. Il y a aussi beaucoup de différences là-dessus. Mais nous, on est complètement public sur notre rétention. Au bout d'un an, on a encore 50% des patients qui sont actifs, qui reviennent en moyenne tous les 2-3 jours, ce qui est une très bonne rétention pour nos pathologies et puis pour notre patientèle, qui est une moyenne d'âge de 72 ans. En revanche, si on mettait ça sur de l'urgence en cardiologie qui doit être à 90%, parce que sinon il y a danger de mort, c'est pas en fait, il faut pouvoir adapter en fonction des besoins et en fonction des usages. Mais oui, on a globalement des référentiels. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des choses un peu plus publiques d'ailleurs sur ce sujet, où il y a des entreprises qui publiquement, mais c'est compliqué, on ouvre quand même le capot, qui disent voilà, et qu'on arrive à avoir une sorte de référentiel d'usage. On peut estimer bon, pas bon, à minima pour aider les jeunes innovations, pour savoir si elles sont dans les bons brackets, quoi. Ce qui se fait beaucoup en SaaS d'ailleurs, on a des entreprises qui publient leur renouvellement, tout à fait. Absolument. Je pense que là, on a aussi des choses différentes, tu l'as dit, il y a les thérapies où on est dans le très chronique, et dans l'autre, on est dans le survivant quasiment. Et là, on voit des différences. Et tu l'as dit aussi, parce que j'ai eu beaucoup de discussions là-dessus avec des investisseurs, c'est pas parce qu'on est investisseur en santé qu'on est investisseur en tech. Et dans les discussions sur l'adoption, ça c'est vraiment aussi quelque chose que j'ai senti. L'investisseur en santé peut avoir plus de difficultés en fait sur cette notion d'adoption. Et le point très important, c'est, je pense pour toutes les start-upers, c'est pas parce qu'on pose des questions que c'est mal. Au contraire, c'est parce c'est exactement ce que tu disais. Plus on en pose, plus on essaie de savoir. Et si on sait, eh bien, je pense qu'on est sur la bonne voie pour améliorer. Et ça, c'est quand même aussi quelque chose d'assez particulier. Le challenge continue, en fait. Et ça me semble un élément vraiment très important aussi pour tous les gens qui se lancent dans l'aventure. Oui, tout à fait. Petit pas de côté d'ailleurs, dans le MDR, il y a des choses qui sont des véritables armes pour les entreprises qui savent les utiliser. Le PMCF, pour les entreprises qui savent bien analyser un PMCF et en faire un feedback loop, donc des retours utilisateurs et améliorer le produit, ça peut permettre d'avoir... on n'avait pas l'obligation avant de collecter de la data. Maintenant, là, il faut en faire quelque chose pour améliorer en continu le produit. C'est un bon exemple. Et puis maintenant, avec les outils d'IA, très honnêtement, on peut industrialiser des process et avoir une véritable intelligence en termes d'analyse de données. C'est exceptionnel. Tout va beaucoup plus vite. Donc, si tant est, bien évidemment, on l'utilise correctement, c'est extrêmement puissant. Et peut-être une dernière notion, c'est là, on est en train de parler de KPI, en gros, mais derrière le KPI, dans l'action, il y a de l'humain.
Et par exemple, quand on est sur une maladie chronique, eh bien, on peut avoir le bon KPI, mais trouver la bonne solution pour augmenter cette adoption, c'est un autre métier, c'est un autre axe. Donc, il faut les deux, j'allais dire, le chiffre et l'humain pour le plan d'action. Très bien. Bon, maintenant, on va adresser l'éléphant dans la pièce en termes d'investissement. Quasiment tous les fonds vont dire aux entreprises innovantes, allez aux États-Unis, alors que l'innovation est faite en France. Donc, question pour vous, Laurence, comment est-ce qu'on fait face à ce paradoxe? Alors déjà, il y a un effet de balancier, hein. Moi, j'aime beaucoup l'histoire. J'ai mis très longtemps à comprendre que l'histoire, ça apportait quelque chose. Si on se remet il y a quelques années avant, c'était mieux en Europe, hein. Donc, c'est juste quand est-ce que ça reviendra, voilà. Moi, personnellement, je pense que être très bon dans un pays qui est pas le sien, c'est certainement pas la bonne chose, et qu'il faut mieux essayer, en tout cas, de changer ce qui ne va pas dans notre propre pays pour qu'on garde nos innovations. Après, j'ai une conviction absolument forte. On parle beaucoup de souveraineté sanitaire. La souveraineté sanitaire, on pourra l'avoir que si on a une souveraineté industrielle, que si on a une souveraineté économique. Et il faut absolument qu'on arrive à avoir un écosystème où nos startups, on était fiers, on avait la Startup Nation, elles grandissent, elles restent en France et après, elles aillent ailleurs. Et ça doit rester l'objectif, j'allais dire, premier. Après, si l'écosystème, il est positif pour tout le monde. Et on entend beaucoup, attention, MedTech française, oui, mais s'il n'est pas positif pour la MedTech française, il ne sera pas positif non plus pour les autres. Donc c'est comment, dans un monde géopolitique qui a complètement changé, en fait, on arrive à faire que nos sociétés, elles grandissent, elles s'épanouissent, elles aient la capacité d'aller sur les autres pays. Une start-up française qui commencerait par les US, elle va rester aux US. Ça, c'est ma conviction personnelle. Je finirai par ça. Oui, c'est vrai. J'ai pas énormément de choses à rajouter à ça parce que je suis entièrement d'accord. Après, la réalité, c'est que les fonds, ils vont se dire, en fait, il y a un marché unifié de 350, 400 millions de personnes de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, s'ils y arrivent là-bas, ils sont sûrs globalement, effectivement, les choses vont beaucoup plus vite. Après, il faut pas croire que les US, ça soit facile, hein. Surtout que quand on est européen et qu'on va aux US, il faut être 4 fois meilleur globalement que les marchés, que les boîtes US, parce que naturellement, le patriotisme économique américain fait qu'ils choisiront toujours un acteur américain. Donc c'est très compliqué de réussir aux États-Unis. Après, quand on y réussit, effectivement, c'est globalement la panacée d'un point de vue purement capitalistique et pour les fonds. Mais je pense que si on regarde le taux de succès et le taux de failure, il y en a certainement plus. Enfin, en tout cas, on rate plus vite aux États-Unis et certainement dans un plus grand nombre. En revanche, en Europe, je pense qu'on a la capacité effectivement de créer des champions. Ça prend plus de temps, ça c'est certain. Il y a un vrai enjeu à ouvrir les marchés européens pour pouvoir permettre à des solutions qui sont validées, qui ont éprouvé sur des parcours de soins en Europe leur validité, à faciliter à faire des fast-track d'une manière ou d'une autre pour pouvoir élargir leur marché. Je pense qu'il y a un vrai sujet de préférence nationale aussi, qu'il faut, ou européenne en tout cas, qu'il faut absolument ouvrir pour permettre à des solutions de se protéger de géants ou d'entreprises qui pourraient venir sur nos propres marchés. Nous, on a fait le choix effectivement de l'Europe, de notre marché, comme tu le disais, Laurence, parce que je pense que effectivement il y a un enjeu un peu de souveraineté sanitaire, et que c'est dommage que des solutions qui soient conçues par des scientifiques français, qui soient développés par des ingénieurs français et qui soient en partie déployés sur le marché français, réussissent à maturer sur un autre marché. Et donc, du coup, on le voit de plus en plus d'ailleurs, au final, choisissent un autre marché, notamment les US, et l'innovation, elle n'arrive pas aux patients français. Et ça, je trouve ça quand même extrêmement dommageable. Donc, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à comment créer un système qui permette à des entreprises comme les nôtres d'être correctement financées et derrière d'avoir accès à un marché qui peut leur permettre de s'étendre, de se déployer, de créer des vrais champions européens. Donc voilà, je suis complètement aligné avec... Puis on l'a pas dit, le marché américain, c'est très cher. Oui. Très, très cher. Ouais. Voilà. Donc ça ne demande pas non plus le même financement. Des coûts d'acquisition, ils font x4, x5 voilà. par rapport au marché européen, largement. Ouais. Donc on ne cherche pas à lever le même montant. Mais c'est vrai qu'il y a certains aspects, notamment administratifs, dans les interactions, où je pense qu'il y a peut-être un petit peu moins de latence et un peu plus de fast-track, et on pourrait gagner du temps aussi de notre côté en Europe. Et peut-être je vais en profiter là-dessus, parce qu'on a parlé du MDR au début. En fait, faut se rappeler qu'on a une revue du MDR, là, actuellement, dans laquelle il y a des bonnes choses.
Voilà, il y a des bonnes choses, il y a par contre un grand nombre d'éléments. Donc je pense que l'enjeu là-dessus, c'est comment est-ce qu'on s'assure que tous ces éléments sont revus et pas dans 2 ans, mais qu'on aille le plus vite possible en fait pour changer les erreurs globalement qui avaient été faites dans la précédente version. Alors on ne pourra jamais revenir sur ce qu'on a tué avant, mais par contre on peut quand même s'assurer de le changer le plus rapidement possible. Et ça, c'est certainement la chose sur laquelle il faut se battre. Alors pour conclure, je vous demande un dernier exercice. Demain, vous êtes invité à écrire une tribune pour un grand journal national. Sur quoi est-ce que vous vous alertez ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire dans cette tribune ? Moi, c'est ce que j'ai dit, ce que j'avais déjà D'ailleurs, on avait fait une lettre publique avec plusieurs entrepreneurs du dispositif et entrepreneuses du dispositif médical numérique. C'est la création d'un vrai marché européen de santé qui permette... Alors on se doute bien qu'il y a des politiques de santé qui sont différentes d'un pays à un autre, mais il y a des choses, à mon avis, il y a une sorte de socle commun qui peut être défini, qui permettent en fait, un peu à la manière d'un passeport européen, comme le MDR, mais aussi pour les enjeux d'accès au marché, pour les enjeux de manière générale de tests à grande échelle dans les marchés de nos dispositifs, de pouvoir nous permettre de nous déployer quand on est déployé dans un pays assez facilement sans avoir à refaire globalement tout le travail. Parce que c'est quasiment ce qu'on nous demande aujourd'hui. Pour se lancer, par exemple, en Allemagne, il faut à minima qu'on dépense de nouveau à peu près 2 millions d'euros pour l'étude clinique qui va bien, pour les aspects réglementaires, d'enregistrement, et puis derrière aussi pour le déploiement tout simplement de la solution sur le terrain. 2 millions d'euros à l'échelle de start-up, c'est quand même énorme. Et il faut déjà être à une certaine maturité et avoir financé correctement son entreprise pour pouvoir en être capable. J'en connais pas beaucoup qui sont capables aujourd'hui. Et voilà, moi je pense que j'alerterai sur cet enjeu de souveraineté européenne pour permettre véritablement de créer des champions européens et d'éviter que nos innovations aillent vers des patients qui ne sont pas européens alors que l'innovation a été créée en Europe. Alors évidemment, je suis complètement d'accord avec Édouard. Moi, j'aurais envie de dire... Il n'y a pas de santé sans dispositif médical, il n'y a pas de transformation sans dispositif médical numérique, et il y a urgence. Il y a une urgence, l'année prochaine on aura les élections, je pense qu'il faut que les candidats s'emparent de cette problématique, je pense tous autant qu'on est. On a dans nos familles, dans nos amis, des difficultés d'accès au diagnostic, des difficultés d'accès aux soins, des difficultés d'accès au suivi en fait. Je pense que c'est le sujet qui intéresse les Français. Et changeons sécurité par santé. Et peut-être que d'ailleurs la sécurité reviendra puisqu'on se sentira mieux. Donc allons nous battre tous ensemble sur ce sujet. Et ce sera le mot de la fin. Laurence, Édouard, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci Guillaume de m'avoir accompagné dans l'animation de cette émission. Merci Anka. Et merci à tous de nous avoir suivis. Évidemment, je vous dis à très bientôt dans Tech Anatomy.